Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie. Et Navy. Et Navy. Pierrot fait dodo, on espère qu'il se réveillera pas. Pendant l'épisode. Pendant l'épisode. Let's go, Pierrot, un gros dodo. Ouais. Puis Hélène qui vient de se rendre compte qu'il n'a pas ses écouteurs. Non, c'est vrai, j'avais même pas remarqué. Et là, je sonne un petit peu du nez, désolée, c'est la saison de la grippe pour tout le monde, hein? On a tous des enfants qui vont à la garderie, qui ramènent les microbes. Voilà. Yep. Fin de la parenthèse. Alors, deuxième épisode de 2025. Ouh! Et on voulait vous dire merci de votre réception de l'épisode du verglas. C'est fou, hein? C'est l'épisode qui a généré le plus de commentaires. Ouais. Je vous avais tout commenté, genre ce que vous faisiez, ce que vous vous rappelez. Puis c'est drôle, tu sais, autant c'était comme une grosse crise, c'était vraiment sérieux et tout, mais comme presque tout le monde qui nous a écrit, pour eux, c'était des bons souvenirs. C'était pas mal tout du monde de notre âge, tu sais, donc il y avait peut-être autour de 10 ans, tu sais, à l'époque. Fait qu'ils se rappellent juste que, hey, il y avait pas d'école, tout était fermé, personne n'allait travailler. Puis on était juste entre familles, entre amis, chez la personne qui avait un poêle à bois ou la personne qui avait de l'électricité. Puis, tu sais, fait que c'est drôle que de cette crise-là, il y a beaucoup de positifs qui en sont positifs, sortis. Ouais. Mais il y a quand même du négatif aussi. Oui. On se rappelle qu'il y a eu des victimes. Puis justement, il y a une personne qui s'est écrit par rapport à ça. Oui, je l'ai ici. Je voulais... Voulais-tu être anonyme? Non, elle n'a pas dit. Maïka, désolée. Désolée. Elle dit: Allô les bines, j'ai écouté votre épisode sur la crise du verglas hier et j'ai vraiment adoré, même si c'est pas du true crime tel quel, c'était super intéressant. Sorry, not sorry. Ça fait du bien de temps en temps. Elle dit: D'ailleurs, les parents de mon chum connaissent quelqu'un qui est malheureusement décédé lors de la crise. Les deux parents de mon chum, sa mère était très enceinte de mon chum à l'époque, travaillaient dans un dépanneur à Saint-Basile sur la Rive-Sud. Le propriétaire du dépanneur, Lionel, a malheureusement eu un malaise un soir alors qu'il était seul au dépanneur sans électricité et ils l'ont retrouvé gelé quelques jours plus tard. Mon copain s'est presque appelé Lionel en son honneur, mais finalement ses parents ont, entre parenthèses, heureusement, opté pour Robin Williams, en honneur au film sur lequel il a été conçu, LOL. LOL, c'est quand même un drôle de nom. Bref, j'ai aimé que vous parliez des décès et des circonstances, car plusieurs personnes, plus jeunes surtout, n'ont pas conscience que cet événement historique a causé des morts et pas juste des pannes d'électricité. Merci, à la bine prochaine. Oh! Ouais, pauvre Lionel. Ouais. Mais oui, merci beaucoup de la réception. J'ai été un peu stressée parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit que Arnaud Soli sortait la même journée, je pense, ou le lendemain. C'était la même journée qu'il y a un épisode sur la crise du verglas. J'étais oh merde! Tu sais, lui, il est très populaire au Québec en son temps. C'est pas mal plus populaire que nous. Il est plus famous que nous autres. Et là, j'étais allée écouter, finalement, c'était un paquet de niaiseries son affaire. Il dit: Moi, je pense que le verglas, c'est un coup monté. C'était juste des niaiseries. C'était hilarant, là. Je recommande d'aller l'écouter, mais vraiment pas la même vibe que mon épisode. Donc, aujourd'hui, Hélène, tu nous racontes... Ah, tu m'as pas dit. Qu'est-ce que tu nous racontais aujourd'hui? Non, je te l'avais pas dit. Je raconte l'histoire de Jocelyn Hott. OK. Alors, je me lance. Vas-y. Tu vas voir, ça brasse. Oh, OK. Alors, mes sources. Bon, il y a ma version des faits de la déesse du True Crime. Mm-hmm. Isabelle Richer, qui a fait une histoire là-dessus. Donc, la saison 3, épisode 1, 2, 3. Je vous conseille grandement d'aller l'écouter. Même après avoir écouté l'épisode, il va y avoir plus de détails dans l'épisode de ma version des faits. Il y a aussi un tueur si proche qui a fait un épisode qui s'appelle Tireur d'élite. Et sinon, des articles du Journal de Montréal et la presse. Alors, il est 22h, le 23 juin 2001. 23 juin? Ouais, okay. Le soir de Saint-Jean. Ouais. Ben, la veille de Saint-Jean, le soir où on fête. On fête. Mm-hmm. La police reçoit un appel de 4 personnes paniquées qui sont dans une voiture qui roule sur la 13 Sud en direction de Montréal. Ils expliquent qu'un véhicule les suit et leur rentre dedans à répétition. Dans la voiture se trouve Lucie Gélina, 37 ans. C'est elle qui est au volant du véhicule. À côté d'elle, du côté passager, Hugues Ducharme. Et derrière, Pierre Mainville et David Savard.
Lucie, la conductrice, crie au répartiteur le nom de l'homme qui leur fonce dessus. Elle crie « Jocelyn Hott! C'est Jocelyn Hott! » C'est son ex. Oh! Qu'elle répète à plusieurs reprises et elle crie dans le combiné de téléphone. Les 2 véhicules embarquent sur l'autoroute métropolitaine à Montréal et continuent leur course. Puis, dans le combiné, on entend un bruit de balle. Oh! Jocelyn Hott vient de tirer en direction des 4 amis. Hein? On les entend crier, paniquer dans le téléphone. Hugues, qui tenait le téléphone, a reçu la balle en plein visage. La balle rentre par une joue, lui fracture la mâchoire et lui déchire la langue. Il est en vie. Il est pas décédé? Oh! Non, il est en vie. Mais il n'est plus en état de parler, c'est lui qui avait le téléphone. Donc, Pierre Mainville, qui est assis à l'arrière, prend le téléphone et continue de parler à la police. Mais Jocelyn Hott est loin d'avoir fini. Il continue à tirer. Hugues reçoit une 2e, puis une 3e balle dans la hanche et dans l'épaule. Il recevra 5 balles en tout. David Savard, qui est juste derrière, lui reçoit 2 balles au bras gauche. Pierre, lui, reçoit une seule balle. Mais la balle, elle va rentrer dans son omoplate, puis elle va se loger dans sa colonne vertébrale. Il sent plus ses jambes. Oh my God! Lucie, elle, est atteinte de 4 balles, mais elle continue à rouler. Finalement, Jocelyn Hott, dans son véhicule, il s'approche sur la voie d'à côté, côte à côte du véhicule. Il se rapproche à 1 mètre de la voiture de Lucie. Et encore une fois, il prend son arme et il tire une balle qui atteint Lucie dans la tête, la tuant sur le coup. Ben voyons, non? La voiture décélère et arrête sa course dans le muret de béton de l'autoroute. Au total, 15 balles tirées, 2 chargeurs vidés. Lucie est morte. Pierre Mainville est en vie, mais il restera paraplégique. David et Hugues s'en sortiront aussi, mais après plusieurs opérations. Et toute la scène du meurtre s'est passée en direct. Le répartiteur à l'appareil a tout entendu. Oh my God! L'appel dure 6 minutes 40. J'ai des frissons. Je passerai pas d'extrait de l'appel dans l'épisode, mais si vous allez écouter ma version des faits, on entend des extraits de l'appel, puis dans un tueur si proche aussi. Oh my God. Je vais mettre les liens dans la description, donc ceux que ça intéresse, vous pourrez aller les écouter. C'est vraiment... Je pense pas que je serais capable. ouais, Tu les as entendus? Ouais. Je pense pas que je serais capable. Tu sais, je l'ai pas entendu au complet, là. J'ai entendu les extraits, mais... Ils sont juste paniqués. Là. Lucie a crié « Jocelyn Hott! C'est Jocelyn Hott! » C'est quoi? Ah non, c'est vraiment... Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Comment la situation a-t-elle pu escalader à un tel point? Je te raconte l'histoire du début. Après une gorgée de vin. Je suis d'accord. Alors, je te parle de Lucie Gélina. Lucie, elle a été adoptée à l'âge de 3 mois dans une famille aimante. En 1973, quand elle n'a que 9 ans, le malheur frappe sa belle famille. Son père, Émile Gélina, se fait tuer par balle par un de ses employés. Ben voyons. Oui. Hein? C'est quand la vie s'acharne sur une famille. Là. L'histoire, c'est que Harold, qui était l'employé de Émile Gélina, il était en psychose, puis il en voulait pour une quelconque... Il était comme en chicane avec Émile pour une quelconque raison. Puis il s'est juste jeté sur Émile alors qu'il était dans l'entrée devant sa maison avec sa femme. Les 2 hommes se sont débattus, mais Harold, il avait un fusil, il a tiré 3 balles. Puis Mais voyons. Émile est décédé. Ensuite, Harold... je sais pas comment... Harold Long, genre L-O-N-G, mais je sais pas si, mettons, est-ce que c'est d'origine asiatique, c'est genre long ou c'est long. Fait que je sais pas. Harold Long. OK. Dans le fond, il s'est rendu tout de suite à la police après. Il s'est livré lui-même. Puis, à l'issue du procès, il a été reconnu non criminellement responsable pour cause de maladie mentale. Donc, évidemment, immense traumatisme pour Lucie et toute sa famille. Tu sais, à 9 ans, t'es quand même assez grande pour comprendre ce qui se passe, puis te rappeler de ça. Mais tu restes un bébé, là. Ouais. Donc, sinon, à l'adolescence, elle part à la recherche de sa mère biologique. Elle la retrouve, mais apparemment que la rencontre est décevante.
OK. C'est tout ce que c'est comme son frère qui parle de ça dans Un tueur si proche. OK. J'ai pas plus de détails. Malgré les blessures, Lucie grandit et devient une femme sociable, toujours souriante, qui aime sortir et rencontrer des gens. Elle travaille dans un CHSLD. Je suis pas certaine si c'était comme préposée ou infirmière. Et elle aura aussi 3 enfants qui sont âgés de 8 à 14 ans en 2001. C'est en 1995 qu'elle rencontre Jocelyn Hutt dans un bar alors qu'elle habitait à Saint-Hyacinthe et lui y était basé pour le travail. Parce que, qu'est-ce qui fait Jocelyn Hutt dans la vie? Un militaire? C'est un tireur d'élite pour la GRC. Il a tué Lucie avec son arme de service. Oui. Ils ont commencé. T'es pas censé avoir ton arme de service quand t'es pas en service? Le grade que lui avait, il avait le droit d'avoir son arme, même quand il n'était pas en service. Je savais même pas que ça se pouvait. OK. Ouais. Fait que c'était un spécialiste du tir en mouvement à armes courtes. Il n'y avait aucune chance. Ben là, la scène, ouais, c'est ça. Même un véhicule en mouvement. Hein. Ouais. OK. Donc, malgré sa brillante carrière, Jocelyn Hutt avait déjà souffert de problèmes de santé mentale. Quand Jocelyn avait que 11 ans, sa sœur aînée, Diane, est morte d'un cancer, alors qu'elle en avait juste 17 ans. Et Jocelyn, il est tombé dans une grosse dépression. Sa mère raconte qu'il se cognait la tête contre les vitres, il courait tout nu dehors, puis il disait « Diane, Diane, viens me chercher ». Il avait juste 11 ans, puis il avait des pensées suicidaires. Puis il a choisi ce métier-là? Ouais, quand même. À haut stress, là. Donc, après ça, il a finalement été hospitalisé pendant 3 mois à l'hôpital Sainte-Justine en psychiatrie. Et plus tard dans sa vie, il y a un autre épisode de dépression majeure qui survient en 94. Donc, juste avant de rencontrer... juste l'année avant de rencontrer Lucie. Il était alors avec le détachement de la GRC à Saint-Hyacinthe. Il est tombé en amour avec une collègue, Joanne Légère. Puis, à ce moment-là, il était encore avec sa femme. Puis, sa femme avec qui il était depuis 22 ans. OK. C'était genre son amour d'adolescence. Là. Ils étaient ensemble depuis qu'il avait 13 ans. OK. Puis, il y avait au moins un fils ensemble. Mais donc, il laisse sa femme de 22 ans à ce moment-là. Puis, Joanne et lui se fréquentent quelques fois, mais finalement, ça marche pas tant. Puis, Joanne a mis un terme à leur relation. Quelques temps après, Jocelyn Hutt dépose une plainte à leur employeur contre Joanne, disant qu'elle avait été dégradante avec lui lors d'une fête entre collègues. La plainte est rejetée. Et c'est ensuite Joanne qui porte plainte à son tour pour harcèlement. Parce que Jocelyn Hutt, lui, depuis qu'elle l'avait laissé, il la stalkait, il l'appelait sans arrêt. Bref, il n'avait pas pris de se faire laisser. Okay. Puis cette plainte-là, elle est retenue. Donc, encore une fois, il tombe en dépression, il a des idées suicidaires. La GRC lui confisque son arme de service. Il est mis en congé de maladie pour quelque temps. Quand il revient travailler à la GRC, il est attitré à des tâches administratives pendant 1 an. Puis, lorsque son état est jugé... Oui, j'imagine qu'il y a un soutien psychologique qui vient avec aussi. J'imagine. En tout cas, un certain suivi pour qu'ils ont pu lui redonner son arme de service et ses anciennes fonctions. Donc, après un an de tâches administratives. OK. Ça a du sens. Oui, c'est très correct. Donc, c'est comme pas longtemps après cet épisode-là qu'il rencontre Lucie. OK. En 1998, c'est là qu'il est transféré dans la brigade VIP, donc de la protection des personnalités canadiennes. Et il a, entre autres, déjà été le garde du corps de Gilles Duceppe. OK. Et c'est là qu'il reçoit un entraînement spécial, donc technique de surveillance, maniement des armes et conduite. OK. Tout ça qui a amené... toutes les skills qui ont amené à la mort de Lucie et Lucie. Ouais, c'est ça. OK. En avril 2001, c'est le sommet des Amériques à Québec. Il est nommé maréchal chargé de protéger 9 convois de chefs d'État. C'est une énorme responsabilité. Ben oui. Vraiment. Beaucoup de stress. Et pendant cette période, il travaille comme 80 heures par semaine. Et il reçoit du gaz lacrymogène à 2 reprises pendant les affrontements avec les manifestants. Il faut dire que, pour ceux qui se rappellent du Sommet des Amériques à Québec, il y a eu comme vraiment beaucoup de manifestations. Ouais. Ça a été assez violent de la part de la police, de la part des manifestants. Donc, il revient de ça complètement épuisé mentalement.
il s'isole, puis il a des symptômes semblables à sa dépression précédente. Même Lucie, elle remarque qu'il va pas bien. Ça, c'est en avril 2001. Fait que, la fusillade, c'était en juin 2001. La relation entre lui et Lucie est assez tumultueuse. Et en tout, ils vont s'être fréquentés comme 6 ans et demi, avec beaucoup de on and off. Au début, ils habitaient pas dans la même ville. Lui, il habitait à Laval, puis elle à Sorel. Et puis ils ont essayé de cohabiter à un certain moment, mais c'était un échec. Et alors, ils ont décidé de prendre chacun un appartement à Laval, pas trop loin l'un de l'autre. OK. Ils ont essayé d'habiter ensemble, ça n'a pas fonctionné, mais ils se sont dit, on va rester ensemble, on va juste pas habiter ensemble. Sûrement qu'ils se sont laissés entre-temps revenus. OK. Je sais pas les détails, mais apparemment qu'il y a beaucoup de on and off. OK. Ben, chaque couple, là, c'est ses arrangements. Arrangements? C'est ça? Ouais. Donc, les deux sont vraiment différents. Jocelyn, il est sérieux, terne, il parle peu. Lucie est très enjouée, sociable. Mais je pense que aussi un des gros problèmes, c'est qu'apparemment que Jocelyn était très contrôlant. Il vérifiait tous les appels que Lucie recevait sur son Padgett à l'époque. Il demande c'est qui ça, c'est qui ce numéro-là. Non. Puis le frère de Lucie qui témoigne dans un soir si proche, il dit que lui, il n'a jamais rencontré Jocelyn. C'est comme si Jocelyn était... 6 ans? En 6 ans. C'est comme s'il n'était pas intéressé par la famille de Lucie. OK. Ce qui est quand même... Puis le frère de Lucie et Lucie étaient proches? Ouais, je pense. Sûrement. Quand même. OK. Donc, la fin mai 2001, un mois avant le meurtre, les deux se laissent pour une énième fois. Mais, ça vient de qui? Ça vient de Jocelyn. C'est Jocelyn qui laisse Lucie. OK. Il dit qu'il a rencontré une autre femme. OK. Donc, tout devrait bien aller. En théorie. En théorie. Pendant ce temps-là, Lucie est quand même triste, puis elle se rapproche beaucoup de Hugues Ducharme, qui est son voisin d'en haut. C'est lui qui était dans la voiture à côté d'elle. Elle se confie beaucoup à lui, puis un soir, au début juin, Hugues, il dit « Viens prendre un verre pour te changer les idées ». Et c'est cette soirée-là qu'elle rencontre Denis Gauthier, puis ça clique. Tellement que Hugues, il se pousse pendant la soirée, parce qu'il est comme « OK, genre... Attention. Ouais, j'ai rien à faire ici, bye! » Donc après ça, les deux commencent à se fréquenter. Denis est vraiment génial pour Lucie. Il s'entend bien avec les enfants, il s'occupe d'eux, il prépare le souper. Toutes les choses que Jocelyn ne faisait pas. Donc, tout va bien. Jusqu'à ce que Jocelyn apprenne que Lucie fréquente quelqu'un. Puis là, il pète les plombs. Il est jaloux, mais c'est lui qui l'a laissé. On se rappelle. Et il fréquente quelqu'un d'autre, en théorie. Ouais. Selon ses dires. Ouais. Donc, il se met à la harceler, à la suivre, à l'appeler au travail, à la maison. Des fois, il passe des journées entières à la surveiller de sa voiture, genre parquée devant la maison. Puis elle sait qu'il est là, elle le voit. OK. Une petite obsession. Il prend en note les plaques d'immatriculation des voitures qui s'arrêtent devant chez Lucie. Puis sûrement qu'il a le moyen de les vérifier, puis qu'il travaille pour la GRC. Il y a une fois où Jocelyn est rentré chez Hugues sans prévenir parce qu'il savait que Lucie était là. OK. Une autre fois, Hugues le pogne quand Jocelyn s'était introduit dans l'appartement de Lucie, alors que Lucie était pas là. Mais Hugues, il l'a comme pogné. OK. Donc, à cause des comportements de Jocelyn, Lucie, elle veut pas que Denis vienne chez elle parce qu'elle sait que Jocelyn va le voir, puis elle sait pas ce qui pourrait arriver. Elle a peur, avec raison. Et vraiment, parce qu'en plus, c'est pas n'importe qui. C'est un gars de la GRC qui est haut placé, qui a des trainings et des trainings et des trainings. C'est ça, c'est un tireur d'élite. C'est sûr que t'as peur. Tu sais, même si tu déménages, même si tu changes de numéro de téléphone, il va te trouver. Ouais. Ah, c'est effrayant. Ah, ça devait être, ouais. Ben, c'est ça. Ma prochaine phrase était « Lucie est stressée, elle perd du poids. » Je la comprends, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Et malgré ça, elle accepte quand même de voir Jocelyn quelques fois pendant ce temps-là. Puis elle dit à ses amis que c'est pour désamorcer la situation. Ce qui est quand même, tu sais... J'aurais fait la même chose, c'est ça, je la comprends, ouais. Genre, parler face à face, de le calmer. C'est ça, ça va, tu sais, on peut rester amis, on peut rester en contact, tu sais, juste pour désescalader, là. Parce que, tu sais, lui, il est tellement en train de s'inventer des histoires, à être là, à faire des scénarios dans son char, tu sais. Ouais. C'est sûr. Puis, pendant ce temps-là, Jocelyn, il offre des cadeaux à Lucie, qu'elle accepte au début, mais à un moment donné, il veut comme y offrir
de l'argent puis des gros cadeaux en échange de pouvoir coucher avec elle. Fait que... Ça vire pas bien. Non. Fait que là, Lucie, elle refuse. Mais là, le 11 juin, Jocelyn, il essaye d'autres choses. Il demande à Lucie de faire un trip à 3 avec elle et son nouveau chum. Avec Denis? Ouais. Ah. Si je peux pas t'avoir tout seul, je vais te prendre avec ton c'est ça, chum. je vais prendre ce qui passe. Ah, ouais. Comme si elle allait faire « Ah, OK. » Ben, au début, elle est comme non. Puis là, après, ça se dit, bon, peut-être que ça pourrait calmer le jeu. Fait qu'elle ouais. elle a dit, OK. Mais là, elle en parle à Denis. Denis, il est comme, arc, non. Rien savoir. Fait que finalement, elle demande à Hugues, son voisin. Fait que là, au début... La pauvre, tu sais, elle est désespérée. Ben, Peut-être ouais. ça y tentait aussi, là, mais Ouais. je juge pas. Mais ouais. Elle avait peur aussi juste parce que t'as peur. Ouais. Pauvre type. Fait que là, elle demande à Hugues. Hugues, au début, il est comme non. Puis finalement, il dit oui. OK. Je me dis que Hugues, sûrement qu'il trouvait Lucie un peu cute. Puis Ben ouais. c'est comme, OK. Why not? Why not? Donc, ça se passe. Mais au lieu de calmer la situation, comme Ça Lucie empire. le souhaitait, ça l'empire. Ça rend comme juste Jocelyn plus fou. Parce qu'après ça, dans sa tête, c'est comme s'ils étaient revenus ensemble. OK. Ouais. Denis, étais-tu au courant de tout ça? J'imagine. Si tu veux pas faire le trip à 3 avec mon M'aller faire ex-fou, avec le voisin. je vais demander au voisin. Ouais. Ton ami. C'était l'ami à Denis? Oui, c'est vrai, c'était l'ami. Oui, c'est vrai. C'est lui qui les a présentés. Oui. C'est weird, la situation. Le 17 juin, Jocelyn Hutt appelle Lucie et il a un ton vraiment agressif. Puis, à un moment donné, dans la conversation, il dit « Je t'ai laissé ta dernière chance. Ton père, il s'est fait tirer, hein? » Hein? Fait que Lucie, elle comprend très bien la menace qui vient d'être dite. Fait qu'elle est traumatisée. Plus tard dans la soirée, elle appelle la police pour porter plainte contre Jocelyn pour menace de mort. Fait que là, plus tard dans la soirée... Menace de mort de quelqu'un qui a accès à une arme. Wow. Et qui sait s'en servir. Donc, vers 1h du matin, il y a 2 agents de la police de Laval qui se pointent chez elle, Nathalie Ruffert et Joël Sirois, qui prennent sa déposition. Mais les 2 agents, ils disent que Lucie, elle voulait pas porter plainte parce qu'elle voulait pas nuire à Jocelyn. Et ils disent qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'arrêter. Mais ils lui donnent tout de même des conseils. Ils disent écris tout ce qui se passe, change ton numéro de téléphone, ta serrure. Puis ils repartent. Et qu'est-ce qu'ils écrivent comme note après? Appel non fondé. Hein? C'est tout. Et c'est seulement lorsqu'ils ont appris la mort de Lucie qu'ils sont allés rédiger un rapport. Alors qu'il y aurait dû. Genre, selon leur... Ben voyons. Leur règle, Protocole. leur protocole de violence conjugale, il était obligé d'écrire un rapport. Je suis sans mots. Ça aurait pu lui sauver la vie. Ouais, je vais revenir là-dessus. Tu sais, ça se peut que Lucie allait vraiment hésiter à porter plainte. Là. Ça arrive vraiment souvent dans les cas de violence conjugale. D'un côté, tu veux pas que ça se reproduise, en même temps, tu veux pas le provoquer, tu as peur. C'est vrai que peut-être qu'à quelque part, elle voulait pas lui nuire parce qu'elle savait qu'elle allait probablement perdre sa job, ou si ça se rendait. Puis, tu sais aussi, je veux dire, c'est un policier, t'as encore plus peur de le provoquer. Puis tu sais pas si les policiers qui prennent la plainte, est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils, tu sais, c'est comme... Fait que je la comprends, là, que peut-être qu'elle n'avait pas 100%. voulu porter plainte, là. Le lendemain de ça, Jocelyn, il se pointe au CHSLD où elle travaille. Puis il reste dans sa voiture puis il l'observe toute la journée. Elle le voit par la fenêtre. Elle tremble, elle panique. Elle le mentionne à sa collègue, qui était sa bonne amie. Mais... Fait que là, à ce moment-là, elle dit « Je refuse de me faire avoir ». Elle planifie de déménager. Elle trouve un nouvel appart, puis c'était dans les plans de déménager. OK. Le 22 juin, la veille du meurtre, elle appelle sa mère, qui répond pas, fait qu'elle lui laisse un message sur la boîte vocale, disant que ça va bien, qu'elle s'est fait un nouveau chum,
Mais elle rajoute, comme à un moment donné, mais il y a l'autre qui me laisse pas tranquille. En fait, textuellement, elle dit, il y a juste l'autre, là, il arrête pas de m'achaler, puis je suis un peu sénère avec ça. C'était La veille. La veille. Puis tu sais, sa mère, elle l'a écouté comme une voix d'outre-tombe. Donc, le soir du 23 juin, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale du Québec, Lucie est dans son appartement à Sainte-Dorothée, à Laval. Elle est nerveuse. Jocelyn rôde autour, elle le sait. Et donc, vers 19h, elle monte chez Hugues Ducharme. Peu après, le cousin de Hugues, Pierre Mainville, arrive avec son ami David Savard. Tu sais à quel point les gars, il n'y avait pas rapport. Là. Non. Il n'y avait pas rapport, là. Ils connaissaient genre à peine Lucie. Là. Dommage collatéral. Vraiment. C'est ça qu'on dit. Ouais. Ils écoutent de la musique, ils boivent de la bière, fument un joint. Mais Lucie, elle est comme vraiment pas sur le party. Puis pas juste parce que c'est la conductrice désignée. T'sais, elle a vraiment peur. La voiture de Jocelyn est dans le stationnement. Quand elle passe devant la fenêtre, elle s'accroupit. Genre. Oh mon Dieu. T'sais, elle a peur de se faire tirer par la fenêtre. Là. On est rendu là. Ouais. Fait que, les autres sont comme, ah, t'exagères, là, t'as besoin de s'accroupir en marchant devant la fenêtre. Non, non, elle exagérait pas. Elle exagérait pas. Non. Oh my God. À un moment donné, Jocelyn Hutt, il quitte le stationnement, mais pas pour rentrer chez lui. Non, non. Il s'en va au bureau de la GRC à Saint-Henri, à Montréal. Chercher son gun? Chercher son gun. C'est prémédité, là. Ah ouais. C'est ça, tu sais, il a le droit de l'avoir. Là. Il a vraiment le droit d'aller le chercher de même. Il a croisé un collègue, il a dit bonjour. Tu sais, comme... Mais à ce niveau-là, je peux pas croire que... Tu sais, pour être clairé, pour être capable de sortir un gun n'importe quand, tu dois avoir un suivi qui est fait. Tu dois avoir un... Non? Je sais pas. C'est quoi le protocole pour être le gars qui a le droit de sortir son arme n'importe quand pour n'importe quelle raison? Aidez-nous, quelqu'un. Ouais, aidez-nous. La GRC, s'il vous plaît. Ouais. Je demande pas si ça, tu sais, avec jugement. Je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi les règles. Les règles. Ouais, moi aussi. Je connais personne dans la GRC, de toute façon. Moi non plus. Donc, avec son arme, il retourne à l'appartement de Lucie. Puis, en plus, là, il arrive au moment où les quatre, ils sortent de l'appart. Puis, ils s'en vont. Tu sais, genre, s'il est arrivé comme 5 minutes après, ils auraient manqué, puis ils n'auraient pas pu les suivre. Genre. Donc, il les voit partir, il les suit. Puis là, rapidement, les quatre, ils remarquent qu'il y a Jocelyn qui les suit en arrière. Puis là, Jocelyn, il se met à klaxonner, à faire des appels de fort pour faire signe à Lucie d'arrêter. Lucie a fini par s'arrêter. Puis elle s'en va y parler. Puis là, elle revient voir les gars après. Elle dit « Bon, je l'ai invité. » Elle a comme pas le choix. C'est ça, elle a pas le choix. C'est comme « OK, ben tu nous suis, ben on s'en va à la boîte à chansons à Montréal, fêter la Saint-Jean, viens avec nous. » Fait que Jocelyn a dit « OK, c'est bon. » Tu sais, elle voulait vraiment juste désamorcer la situation. Mais là, manière rendue sur l'autoroute 13 Sud, Jocelyn, il se place sur la voie d'à côté, puis il fait encore signe à Lucie d'arrêter. Puis là, Lucie est comme, non. Encore? Encore, non, on continue. Parce que lui, il venait de se rendre compte qu'il était pas rasé, il était pas habillé convenablement pour aller fêter, fait qu'il voulait retourner chez lui changer. Il est comme on n'avait pas de sel dans ce temps-là. Non. Ben, remarque que Lucie en avait un, parce qu'ils ont appelé la police dans sa voiture. Ouais. Oui, ouais. Il y avait aurait pu l'appeler. Ouais. Peut-être que lui, il en avait pas. Ouais, c'est ça, peut-être que lui, il n'en avait pas. C'est un gun, mais pas de sel. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Lucie, elle arrête pas. Puis, c'est là qu'il a pété les plombs. Puis, qu'il s'est mis à foncer sur la voiture par derrière pour essayer de les arrêter. Puis, on connaît la suite que je t'ai racontée au début. Donc, après cette fusillade-là, Jocelyn, lui, il s'arrête pas. Lui, il continue. Puis, il retournait à Laval, puis il s'est finalement arrêté à une station de service. Puis, c'est là que la police l'arrête, parce que la police l'avait suivi tout ce temps-là. Donc, le procès. Jocelyn Hutt est accusé du meurtre premier degré de Lucie et de 3 tentatives de meurtre sur David, Pierre et Hugues. Et c'est le juge John Gomery qui préside le procès. C'est le juge de la commission Gomery.
pas sur le scandale des commandites, mais qui a eu lieu comme 3 ans plus tard. Fait qu'il n'était pas encore connu à l'époque. Donc, au procès, il n'y a pas de doute sur c'est qui le coupable, on s'entend? Fait que la question, c'est... L'appel, c'est Jocelyn. C'est Jocelyn! La question est plutôt de connaître l'état mental du meurtrier. La défense, elle veut prouver que son état mental a affecté son jugement, qu'il serait seulement coupable d'homicide involontaire et non de meurtre prémédité. Puis la couronne, elle essaie de prouver meurtre prémédité. L'appel du 911 est joué au procès. Ben oui. Puis même s'il avait été prévenu, là, genre la couronne puis le juge avaient prévenu les membres du jury comme ça va être difficile. Les membres du jury puis tout le monde dans la salle ont capoté. Et à un tel point que les membres du jury ont écrit au juge après pour savoir c'était-tu vraiment nécessaire de nous faire écouter tout ça, qu'est-ce que ça apporte. Ouais, à ce point-là? Ouais. Puis, ben, selon la couronne, oui, c'était vraiment nécessaire parce que c'est comme ça faisait partie de leur stratégie parce qu'ils veulent prouver que, tu sais, 6 minutes 40, c'est long. Puis, il aurait eu le temps d'arrêter plusieurs fois, tu sais. Puis, il a même eu le temps de recharger son fusil. Ça. Il a tiré 2 chargeurs. Ouais. Il y a 2 autres enregistrements qui sont joués au procès. Il y a l'appel de Lucie à la police de Laval 6 jours avant le meurtre pour porter plainte pour menace de mort. Le rapport. Le non-rapport. Oui, l'appel non fondé. Oui, ça. Donc, tu sais, dans l'appel, on entend vraiment sa détresse. Elle est comme en larmes, puis tu sais, à capote, là. L'autre enregistrement, c'est le message qu'elle a laissé à sa mère sur le répondeur la veille du meurtre. Donc, la défense, elle essaie évidemment de mettre la faute sur la victime. Non. Classique. T'sais, la défense parle de l'épisode du trip à 3 pour dire que Lucie était vraiment instable, dépendante affective, insatiable sexuellement. Horrible. Mais même si c'était le cas. Même si c'était le cas. Elle mérite la mort? Non, c'est ça. Ça pas rapport. Non. Il l'a tué, peu importe ce qu'elle faisait. Elle l'a tué. C'est comme... C'était littéralement ma prochaine phrase. C'est comme, OK, même si c'était vrai, ça lui donne pas le droit de la tuer. Ils disent que Lucie, elle a manipulé Jocelyn, qui était fragile et qui portait de lourdes blessures. Ils font témoigner sa famille, ses proches sur ces épisodes de dépression qu'il y a eu par le passé. Ils font jouer un enregistrement de la soirée du meurtre quand Jocelyn Hott a été arrêté, puis il est au poste, puis à un moment donné, comme il se couche par terre en position fétale, puis il est juste là, non. Oh, God. Jocelyn Hott témoigne à son propre procès. On lui demande pourquoi il est allé chercher son arme s'il n'avait pas l'intention de tuer. Ouais. Il dit que quand il a vu Lucie avec les 3 hommes, il a pensé dans sa paranoïa que les 3 hommes pourraient s'en prendre à lui. Fait qu'il est allé chercher son arme pour se protéger. OK. Quand on lui pose des questions sur la fusillade, pratique, il s'en rappelle pas. OK. Fait qu'il se rappelle juste avoir tiré un coup, puis il dit « Ah, mais c'était juste un coup d'avertissement. » OK. Sauf que son coup d'avertissement, ben, il a atteint Hugues au visage. Ça veut dire qu'il tirait à la hauteur de la tête de la conductrice, là, on s'entend? S'il a atteint le passager dans le visage. Pas tant crédible comme coup d'avertissement. Je me retiens. C'est ça. Fait qu'il dit qu'il se rappelle juste d'avoir tiré un coup d'avertissement, puis après ça, il s'est comme réveillé à Laval quand il est arrivé à la station-service. Puis il a vu la police derrière lui. OK. Le psychiatre de la défense, Louis Morissette, lui, il dit que Jocelyn Hott souffrait d'une dépression majeure de type modéré et qu'il a eu une réaction catastrophique à un élément stresseur. La dépression aurait altéré son jugement, donc sans dépression, pas de crime. Sans dépression, pas de... Avec dépression? Ben donc, s'il avait pas été dépressif, il n'aurait pas commis de crime. OK. Ouais. Le psychiatre de la couronne, lui... Fait que la dépression nous donne le droit de tuer des gens? Ouais. Attends. Je t'ai encore devancé. Ouais, c'est ça, tu m'as encore devancé. Sorry. Je trouve... OK, j'arrête. Je dis trop de commentaires, je pense. Mais non, mais c'est bon. Je suis fâchée. Le psychiatre de la couronne, Jocelyn Aubu, lui, il pose le même diagnostic, donc dépression majeure, mais il dit, trop facile de mettre tout ça sur le dos de la dépression, et je le cite, « La dépression n'est pas un passeport pour le meurtre. » Ben non. Mais non. C'est pas... Il y en a aucun. Ça il y a n'existe tellement... pas un passeport pour le meurtre, non. à la base. Il y en a bien du monde dépressif, là. Ils s'en ouais. vont pas tirer du monde sur l'autoroute, là. C'était quoi le...
Donc, lui, il dit que c'est plutôt sa jalousie qui l'a poussé à commettre le meurtre. Alors là, le jury doit délibérer. Ils doivent poser un jugement sur l'état mental. Donc, s'ils vont avec l'expertise du psychiatre de la défense, ils vont revenir avec un jugement d'homicide involontaire. S'ils vont avec l'expertise du psychiatre de la couronne, ils ont le choix entre meurtre prémédité ou non prémédité. OK. Ils ont comme 2 branches, puis dans une des branches, il y a Ouais. comme 2 options. OK. Puis là, pendant leur délibération, ils demandent de réécouter les témoignages des psychiatres. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils vont tout baser. Pour la famille de Lucie, ça devait tellement juste être un mauvais film qui recommence, là. Tu sais, le procès pour le père de Lucie, qui avait fini en jugement de non-responsabilité criminelle. Là. Il devait tellement... il avait juste tellement peur que ça refasse ça, là. Dis-moi pas que c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Non, il est criminellement responsable. Il est prémédité. Il est allé chercher son gun. Les membres du jury délibèrent pendant 3 jours. 3 jours? Ouais. Alors, le 13 décembre 2002, Jocelyn Hott est trouvé coupable de meurtre prémédité. Yes! Peine il est allé chercher son gun. Ben oui. Ah oui, moi, ça s'arrête là? 100% d'accord même avec ça. Même si t'es dans la dépression, même si t'étais pas là, t'es allé le chercher. Ouais. OK, je suis contente. Donc, peine de prison à vie. J'ai vu plus 15 et 20 ans pour les tentatives de meurtre, mais j'imagine que c'était, je sais pas si c'est concurrent ou j'ai comme pas vu le détail là-dessus. Puis le juge Gomery, il est comme assez dur à l'endroit de Jocelyn. Il dit qu'il est narcissique, qu'il a pas montré le moindre remords, puis qu'il a pas donné d'excuses à la famille. Et je le cite, « C'est difficile d'avoir de la sympathie pour vous. » Ben d'accord. Et le juge Gomery... Aucune excuse à la famille. Ouais. Arc. Il est aussi très dur envers les 2 policiers de Laval qui avaient pris... Bonne affaire. Qui avaient répondu à l'appel. On sait-tu s'ils connaissaient Jocelyn Hott? Je pense pas. Je pense pas qu'ils le connaissaient. Ça leur tentait juste pas de remplir un rapport? Ouais. C'était un vendredi soir puis ils voulaient finir plus tôt? Genre, je sais pas. OK. Puis, c'est ça, le juge, lui, comme il remet vraiment en question le témoignage des 2 policiers parce qu'il dit que leur témoignage est contredit par l'enregistrement de l'appel de Lucie à la police qui était vraiment paniquée. Genre, il s'est retenu pour pas les traiter de menteurs, là. Ah, ouais. Ouais. Il était vraiment pas content. Parce que lui, il pense que le meurtre aurait pu être évité 100%. S'il avait fait de quoi avec cet appel-là. 100%. Ben, c'est ça, les 2 policiers, eux, bon, ils disaient qu'elle voulait pas porter plainte pour pas nuire. Puis, ah oui, ça, ils disent elle n'avait pas l'air trop anxieuse. C'est ça, dans l'appel, genre, elle pleure, elle panique, puis genre, sa collègue a dit qu'elle avait pas dormi de la nuit, genre, elle était comme complètement paniquée. Mais c'est ça, même si elle avait pas porté plainte, finalement, il aurait fallu qu'ils écrivent leur rapport, qui était leur directive en matière de violence conjugale. Et ce rapport-là, il aurait été lu par quelqu'un. Ça faisait partie du processus. Une deuxième opinion. Ben, c'est ça. Fait que là, la personne qui aurait lu ça, elle aurait pu au moins contacter la GRC. Puis la GRC, voyant l'historique de dépression de Red Flag, il aurait pu y retirer son arme en prévention. Ça aurait pu facilement être évité si les 2 avaient suivi le protocole. Voilà. Mais appel non fondé, tu sais, c'était quoi un appel non fondé? Tu sais, tu peux juste écrire ça puis tu te débarrasses de la paperasse, dans le fond? Genre. C'est dans quel cas que tu as le droit de dire appel non fondé? C'est quoi un appel non fondé? Je sais pas. Si vous travaillez pour la police, dites-le nous. Ouais. Je me demande. Puis tu sais, quand ils l'ont écrit genre une semaine après, parce que là, ils ont vu qu'elle avait été tuée. Fait que ils ont dit au juge, oui, on a tout écrit, on se rappelait tout. On a tout écrit de mémoire. Tu l'écris une semaine après, c'est sûr que t'as oublié plein de détails, là. Donc, les 3 victimes survivantes poursuivent la police de Laval pour négligence. Et en 2004, ils gagnent leur cause devant les tribunaux. Yes. Ça va en appel. Ah. Mais en 2009, la Cour d'appel du Québec condamne la ville de Laval à payer 1,5 million de dommages et intérêts aux 3 plaignants. Boum. Alors, c'est finalement en 2012 qu'ils reçoivent leur argent. OK. Jocelyn Hott, lui, il essaie de faire appel. C'est rejeté. Ben ouais. Coco.
Puis en 2014, il meurt d'un cancer du pancréas à 55 ans, en prison. En prison, OK. Et pour finir sur une note un peu positive, Pierre Mainville, lui, est devenu paraplégique, donc paralysé du bas du corps. Mais malgré son handicap, il s'est comme jamais laissé abattre. Il a fondé une famille, il a une petite fille, il est marié. Oh. Il devient escrimeur paralympique. Hein? C'est quand même fucking hot. Wow! Puis il dit que comme une des choses qui l'a aidé, c'est qu'un de ses amis d'enfance, il était paraplégique. Fait que lui, il était comme habitué de voir quelqu'un comme ça. T'sais, il dit, moi, mon ami, je l'ai toujours vu comme mon ami, puis pas juste comme un paraplégique. Fait que je savais que ça se pouvait vivre comme ça. D'où l'importance des modèles. Ouais. Toujours avoir un modèle. Puis pour le citer, il dit, peu importe le malheur, il faut arrêter d'y penser. Oh. Voilà. Je voulais finir C'est sur donc une belle ces fin. sages paroles de Pierre Mainville. La pauvre famille de Lucie. Et le père, la fille qui sont tirés les deux, ça n'a pas de sens. J'ai juste 100 mots. Ouais, pas vrai. Voilà. Désolée pour tous mes commentaires, j'ai pas été capable de me retenir. Ben non, mais c'était parfait. Mais tu sais, ça me confirme que j'avais bien écrit mon histoire parce que, genre, à chaque fois, c'était comme, c'est la prochaine phrase. On pense la même affaire tout le temps. Oh my God. Ah, voilà. Bon. C'était une grosse histoire. C'est une grosse histoire. C'est vrai que ça brasse. Tu nous avais avertis, t'as livré. Ouais. Fait que voilà. Que vous irez écouter Isabelle Richer. ma version des faits. Et un tueur si proche. Je vais les mettre classique. Les liens dans la description de l'épisode. Oui, Nelly. On s'en vient. Alors, merci Binkou d'avoir été à l'écoute. Oui. N'oubliez pas de nous écrire, de nous suivre. On vous aime. On vous aime beaucoup. Passez une belle semaine. Bye! Bye! Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou. Bye!